Et c'est vrai qu'en fait, cette image-là et le visage, les yeux, qu'on dit les yeux de biche, hein, c'est l'expression avoir des yeux de biche. J'ai trouvé vraiment en fait l'animal absolument magnifique. Et bon, manque de bol, on pouvait pas la relâcher. Et elle avait un problème aussi. Elle a été percutée par une voiture, donc du coup, la colonne vertébrale était très touchée. Et donc il a fallu l'euthanasie, malheureusement. Elle avait aucune chance en fait de s'en sortir. Mais voilà. Et du coup, quand on sait aussi que certains ne s'en sortent pas, ça donne envie d'apprendre plus et puis d'améliorer en fait nos statistiques. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneureux, bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais 2 épisodes du podcast Allez Vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspirés et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Bon, on se lance ? On y va. Pas trop stressé ? Non, ça va. Première ? Non, j'ai déjà fait des interviews, mais dans le cadre de la musique. Mais ok, on en d'accord. reparlera. On parle cool, on va parler d'autres. Et bien donc aujourd'hui, je reçois Xavier que j'ai découvert, encore une fois, vous allez me dire, sur LinkedIn. Bonjour Xavier. Bonjour Fred. Et l'idée, c'est que avant de raconter, vous commencez à avoir l'habitude, avant de raconter le parcours de Xavier, ce que fait Xavier, on va démarrer par ce fameux portrait chinois. Et je vais te poser la première question du portrait chinois. Si tu étais un lieu. Eh ben, je vais spoiler un petit peu ce dont on va parler après. Un sanctuaire animalier. Ok, je ne questionne pas. On va prendre le truc pour la suite. Si tu étais un plaisir gourmand, tu serais plutôt sucré ou salé ? Plutôt sucré et à la vanille. Ah, et ce serait quoi ? Il y aurait un truc particulier à la vanille ? C'est parce que j'adore la vanille. Ouais, n'importe. Ouais. Vanille et chocolat blanc. On va me dire que c'est pas du chocolat, mais bon, voilà. Ok, on prend et puis t'as le droit, c'est ton podcast, tu peux y aller. Si tu étais une passion ou un passe-temps, tu serais ? La musique. La musique, ouais. Ok, on va en parler aussi, pas de problème. Et le dernier, si tu étais une rencontre ou une personnalité ? Donc je dirais Jeff Bezos, parce que j'adore l'audace et j'adore les personnalités justement audacieuses qui vont au bout de leurs idées. Okay. Même si les idées peuvent paraître un peu farfelues ou complètement extravagantes, n'empêche que voilà, derrière, ils essaient toujours de mettre en place, de trouver les financements qui vont bien. Et ce côté entrepreneurial, oui, c'est quelque chose qui me touche. Ok. Voilà. Ouais, lui, c'est un représentant du Allez Vas-y, donc Jeff, si tu nous écoutes, tu peux venir sur le podcast. C'est ça. Non, ça va, c'est pas la priorité. Alors, maintenant qu'on a fait notre petit jeu, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses nous parler un peu de qui tu es, que les gens apprennent à te connaître, et puis ensuite, tout doucement, on va basculer sur ton parcours, et ça va nous amener à ce qui a créé notre rencontre. Hein, on peut le dire parce que les gens auront vu la vignette, c'est les animaux, et tu vas nous expliquer tout ça, mais d'abord... dis-nous un peu qui tu es, explique-nous d'où tu viens. Alors donc Xavier, 35 ans, j'habite à Lille. Du coup, on fait ce podcast en direct, c'est cool. et non pas en visio. Je suis actuellement donc freelance en tant que product owner chez Noroto. Alors il faut que tu expliques. Alors freelance, on va dire, c'est indépendant. Je suis indépendant. Voilà. Dans le domaine de l'IT, donc je travaille à la direction des systèmes d'information. Et product owner, ça veut dire quoi ? Parce que les gens, il y en a qui sauront pas, et puis en fonction des entreprises. Product owner, c'est celui qui possède un produit. Donc, d'accord. Voilà, par définition, si je traduis en anglais, c'est ça. Donc ça veut dire que je manage un produit
digital. Donc là, en l'occurrence, ça s'appelle le PIM, donc c'est le Product Information Management, qui est une grosse boîte qui renferme l'ensemble des informations produits qui sont dispatchées ensuite sur le e-commerce, dans les ateliers, Noroto, et j'en passe, et des meilleurs. Enfin, tout ce qui consomme en fait de la donnée produit. Ok, d'accord. Voilà. Les nouveaux métiers d'aujourd'hui. Les nouveaux métiers d'aujourd'hui, en effet. Ouais. Ok. Et donc, avant de rentrer dans ce parcours, si on peut parler un peu de ta jeunesse, est-ce que, puisqu'on va parler des animaux, est-ce qu'il y a un lien dans ta jeunesse? Est-ce qu'il y a je sais pas, le fait d'avoir grandi à la campagne ou autre, on s'est jamais rencontrés, donc justement c'est une interview découverte. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont en lien avec le monde animal? Pas vraiment, pas vraiment. Non, je suis issu d'une famille qui est plutôt citadine. J'ai grandi dans le Pas-de-Calais, à Béthune. Ensuite, je suis arrivé à Lille pour mes études et je suis resté à Lille ensuite avec mes premiers contrats. Et 10 ans plus tard, je suis toujours là. Okay. Donc c'est que ça me plaît, ça va. Ouais, c'est qu'il est pas mal. Donc du coup, pas forcément de lien, si ce n'est que mes parents avaient forcément un chien, un gros briard, là, cette espèce magnifique de chien avec des longs poils. Qu'il faut brosser tout le temps. Donc pas forcément de lien, c'est plus une prise de conscience en fait. Une prise de conscience sur ce qui se passe en ce moment, le réchauffement climatique, et aussi le fait de voir, maintenant avec les réseaux sociaux, on voit énormément d'images aussi. Et en fait, le fait de voir, par exemple, des chasses, de l'abattage, ce genre de choses, c'est des choses qui m'ont vraiment en fait interpellé. Ça m'a touché, mais le cœur, c'était pas mental, c'était vraiment le cœur. Et quand je vois ça, ou quand je vois des personnes qui vont abandonner un chien, parce il y a des reportages aussi sur tout ça, sur les associations qui récupèrent les chiens, etc. Quand je vois tout ça en fait lié au bien-être animal, et ben en fait j'en ai les larmes aux yeux à chaque fois. Et donc du coup je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose aussi, parce que je peux pas rester inactif sur ce domaine-là. Ça me touche beaucoup trop pour que je reste passif face à la situation, et j'ai certainement une brique à apporter à l'édifice. Ok, et donc on y reviendra juste après, on fait du teasing. Quel est ton parcours professionnel au niveau des études et autres qui t'a amené? Parce que des fois, ça peut permettre de comprendre un peu mieux ta personnalité, puis d'en arriver aussi à mieux découvrir qui tu es. Alors à la base, je viens du marketing et de la communication, donc rien à voir avec les domaines de l'IT. Donc marketing-communication, j'ai fait mes études à l'ISTC, à Lille. Et ensuite, j'ai commencé dans les agences digitales, les agences web, où j'étais chef de projet. Et au fur et à mesure, en fait, le côté indépendant s'est imposé à moi, parce que j'avais un de mes contacts qui cherchait quelqu'un très très vite. Il m'a dit, est-ce que tu as tes statuts? J'ai fait oui, je les ai. Alors je les ai créés dans la foulée, mais donc du coup voilà. Donc quand tu dis je les ai créés dans la foulée, c'est les statuts, pour que les gens comprennent, c'est micro-entrepreneur. Ouais. J'ai commencé avec ça en effet. Ouais. Donc c'était très facile à mettre en place, et donc du coup j'ai continué à travailler dans ce domaine-là, chez Publicis notamment. Et après j'ai commencé à naviguer de mission en mission, donc chez Camailleux, sur ce qu'on appelle la digitalisation des magasins. Donc c'est amener un petit peu de numérique dans le magasin avec des écrans connectés, etc. Ensuite, je suis arrivé chez ADO Group, qui est le groupe qui gère Leroy Merlin, Zodio, Bricoman, etc. Donc là, c'était plus sur du B2B. J'ai fait 2 ans là-bas, et ensuite, je suis arrivé chez Damar, toujours en mission, sur la refonte du site e-commerce, pour finir maintenant chez Noroto. Ok. Et avant de parler de cette partie animaux, le fait d'être indépendant, d'être freelance, c'est a priori un choix très rapide que tu as fait au moment où on t'a proposé quelque chose. J'ai saisi une opportunité, oui, voilà. À ce moment-là, ouais, effectivement. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es resté freelance? C'est quoi l'intérêt pour toi de rester freelance? Justement, par rapport au bénévolat aujourd'hui, c'est un mode de vie, entre guillemets, qui me correspond le mieux, parce que ça permet en fait une certaine flexibilité et liberté. Et cette liberté, elle est hyper importante pour moi, parce que je peux du coup dire chaque vendredi après-midi, je ne travaille pas donc pour Noroto, et je suis en fait au front avec les associations pour le bien-être animal. D'accord, ok. Et donc ce freelance, il s'organise comment? Tu sais pendant plusieurs mois que tu vas être dans une entité, c'est toi qui choisis, tu dis je reste ou pas, tu es dépendant d'une centrale, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de gens qui sont
soit en train de se poser des questions, soit qui sont dans le domaine et qui peut-être en tant que freelance sont un peu seuls, et au moins là tu vas partager toi ton expérience. Alors j'ai quand même la chance d'être sur des missions longues. Par exemple, ma mission chez Naruto, ça fait déjà 1 an et demi. Enfin, ça va faire 1 an et demi à la fin de mon contrat. Et en fait, je travaille avec des apporteurs d'affaires. Donc c'est un genre de SN en fait, qui vont décoter des missions par-ci par-là chez les annonceurs et les proposent en fonction des profils. Voilà, donc je travaille avec une société qui s'appelle Xis, qui est basée également à Lille. Et ensuite, dès qu'il y a la fin de contrat, hop, ils me positionnent sur une autre mission, chez un autre client, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que freelance, tu te permets, ou tu peux te permettre, c'est vraiment une question qui peut avoir un double sens, mais est-ce que tu te permets ou est-ce que tu peux te permettre de choisir les endroits où tu vas aller travailler ? Alors en fait, quand j'ai commencé à travailler, le marché était complètement différent d'aujourd'hui. À l'époque, il fallait envoyer plein de CV, rappeler derrière, etc., etc. Et pour avoir parfois aucune réponse, alors que j'ai fait des dizaines, des vingtaines de candidatures. Et là aujourd'hui, depuis le Covid, c'est complètement l'inverse. Je reçois maintenant sur mon LinkedIn 2, 3, 4 offres par semaine. Donc là aujourd'hui, j'ai la chance, vraiment j'en suis hyper conscient d'avoir cette chance-là, d'être sollicité par rapport à mon profil et qu'on vienne à moi tout seul, en fait, que le métier vient à moi tout seul. Mais c'était pas le cas avant Covid. D'accord. Voilà, ça a changé complètement la donne, en fait. Et c'est en plus la chance d'être dans l'IT et le digital, ouais. Voilà, dans le digital en général, ça aide. Mais donc de ce fait-là, est-ce qu'aujourd'hui, on va prendre l'exemple, si la mission Naruto s'arrête, est-ce que tu t'es mis une idée dans la tête en disant tiens, maintenant que j'ai des offres, je vais pouvoir choisir les lieux et les entreprises pour lesquelles je vais travailler. Sous-entendu, est-ce que tu mets un lien un petit peu, parce qu'on commence à en entendre parler de plus en plus, en disant des jeunes diplômés qui disent je ne travaillerai plus pour là, là, là et là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une approche qui commence à se mettre en place sans avoir besoin de dire je ne veux plus travailler pour telle boîte, hein, il n'y a pas besoin de... Non, bien sûr. Mais oui, effectivement, je fais attention à ça maintenant. Par chance, pour l'instant, c'est jamais arrivé. Ouais. Mais oui, je fais attention à ça. Et puis même moi, dans mon projet professionnel, en tant qu'indépendant, j'ai envie de me former un petit peu plus à la data analysis, à la data analyse, pardon, et de proposer en fait des solutions dans un domaine plus RSE. Ok. Voilà. Donc m'orienter sur ça. Donc plus être chef de projet RSE, quoi. Et il y a des critères en particulier qui te feraient dire non, je peux pas travailler pour telle entreprise ou telle entreprise. Est-ce qu'il y a un ou deux critères où tu te dis là maintenant que j'ai un peu plus le choix, ça ou ça, je ferai plus quoi? Oui, son impact sur l'environnement, par exemple. Voilà, il y a des grands groupes pétroliers pour lesquels je ne pourrais pas travailler parce que je partage pas du tout ces valeurs-là. Par contre, voilà, il y a d'autres entreprises qui m'ont contacté, qui ont des fondations et du coup qui tentent de développer, pas forcément sur le domaine animal, hein, c'est plus en termes de valeurs. Voilà, la dernière fois, on m'a contacté pour une mission. Et en fait, cette boîte a une fondation qui permet en fait à des réfugiés d'être initiés au domaine du digital et après d'être mieux réinsérés en France. C'est pas forcément le domaine animalier, c'est pas forcément non plus environnemental, mais en tout cas on partage les mêmes valeurs de bien-être et voilà, d'entreprendre des choses pour améliorer le monde. Et là, j'entends qu'il y a un côté bénévolat général, pas seulement en lien avec les animaux. Tu l'expliquerais comment, cette volonté de s'engager? Est-ce que tu l'as depuis longtemps, un côté, je sais pas, par exemple, bénévole dans un club de sport, bénévole dans tes années d'études, ou est-ce que c'est là plus sur le tard où tu as pris cette conscience d'un besoin d'agir en tant que bénévole? Non, c'est plus sur le tard. D'accord. Voilà, c'est plus sur le tard et parce que aussi l'envie d'entreprendre des projets par rapport à ça et d'aider les structures qui ont besoin, quoi. D'accord, ok. Donc ça veut dire que, parce que c'est important aussi, il n'y a pas besoin d'avoir été bénévole dans sa jeunesse pour devenir bénévole. Si on a envie de s'engager, même à 65 ans, le jour où on est en retraite, on peut le faire. Il n'y a pas d'âge pour s'engager. Ah, évidemment. Et tu en as parlé à 2 reprises, donc avant de rentrer sur la partie animaux et ce que tu fais, où on va consacrer du temps parce que c'est le sujet du podcast. Tu as parlé de musique. Ouais. Explique-nous un petit peu d'où vient ce passe-temps musique et quand est-ce que c'est né, qu'est-ce que tu en fais? Parce que, allez, vas-y, c'est ça aussi, hein, jouer de la musique, on se lance. Hein. En fait, je produis ma propre musique, plutôt une musique électronique, qui s'appelle la drum and bass.
donc c'est très anglais à la base, et un peu une musique de niche, mais en tout cas c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer, de par l'énergie aussi, et ce qu'on peut envoyer auprès du public. Et ouais, donc ça, c'est des choses qui me touchent aussi. Donc j'ai fait un peu de bénévolat avec des associations pour ça. Et donc voilà, j'ai mon propre projet musical qui m'a permis de tourner un peu partout aussi en Europe. Donc voilà, et de faire des scènes, des festivals, etc., etc. Ok. Et donc, ça veut dire que t'as un endroit où on peut aller écouter ce que tu produis, ou des extraits de ce que tu produis, ou c'est... Oui, Spotify, Deezer, j'en passe, SoundCloud, Apple, tout ça. Tu nous fileras les liens pour qu'on les mette dans les notes du podcast. Bah ouais, après tout, on est là pour partager. Donc, attention aux oreilles, c'est un peu énervé. Ok. Bon, c'est énervé. C'est bien, ça fait penser un peu les vieux qui disent c'est énervé. J'aime bien ça. J'aime bien l'approche. Donc... Cette musique, est-ce que ça fait aussi partie des choses qui te poussent à rester freelance, te permettant de temps en temps de dire là je vais faire un festival, je pars là vendredi et je reviens lundi prochain, et bah, ça fait partie de l'avantage d'être un freelance? Oui, ça fait partie effectivement de l'avantage d'être indépendant, clairement. Okay. Tu peux organiser ça. Oui, sans problème. Et justement, parce que peut-être que les gens vont se poser des questions, par rapport à ton employeur qui, alors même si c'est pas Noroto directement, parce que bon voilà, on va pas rentrer dans ces détails, mais en tout cas, je suis positionné en mission. Voilà, les gens chez qui tu travailles, c'est Noroto. Comment ils s'organisent eux? Parce qu'on pourrait s'imaginer que s'ils ont besoin de quelqu'un, ils ont besoin de quelqu'un du lundi au vendredi. Parlons dans l'ancien monde un petit peu. Ouais. Comment ça se passe dans le nouveau monde où tu peux dire voilà, je viendrai pas tel truc. Il y a une organisation à 15 jours, à une semaine. Comment ça se passe? Souvent en fait les dates par exemple pour la musique ou même le bénévolat avec les animaux, je le sais bien à l'avance. D'accord. Donc c'est souvent 1 mois voire 2, 3 mois à l'avance, donc du coup l'organisation se fait très facilement, et après s'il y a des sujets urgents, par exemple si j'ai une réunion un vendredi après-midi où je dois absolument y être, maintenant en fait avec le digital je peux les faire à distance. Oui. Donc je peux être au centre de soins avec les animaux, je prends 1 heure de mon temps bénévolat et puis je suis présent à la réunion et je peux travailler, voilà. Ok. Alors rentrons maintenant dans le cœur du sujet. Tu l'as dit, le déclic c'est d'avoir vu certaines images, etc. Entre ce qu'on voit et le fait de passer à l'action, il y a un écart, parce qu'il y a plein de gens qui disent oh là là mon Dieu, et puis pour autant ils continuent, ou vas-y trie tes déchets, puis ils jettent le truc dans la nature quand même. Voilà, donc il y a toujours cet écart entre ce que je dis et ce que je fais. Ouais. À quel moment toi, une fois que tu as pris cette conscience, et est-ce qu'il y a un déclic vraiment précis, et un jour où tu te souviens et tu dis voilà, là j'ai dit j'y vais, je m'engage? Clairement c'était quand j'ai été visiter une LPA. Ouais. Et où j'ai vu le regard en fait d'un chien. D'accord. Voilà, ça parlait de lui-même, et puis je me suis mis en fait à avoir vraiment les larmes aux yeux en le regardant, et je suis resté bloqué sur lui derrière sa cage, et voilà, il y avait une tristesse qui se dégageait de ses yeux, ça se voyait, et puis on peut pas dire que les animaux ne ressentent pas ou les émotions ou n'arrivent pas à les exprimer. Quand je l'ai vu ce chien, je me suis dit c'est impossible qu'on dise qu'il ne ressente rien. Ouais. Et voilà, et à ce moment-là je me suis dit je peux pas tous les adopter, même si j'aimerais bien. Oui, c'est vrai que ça amène d'autres contraintes. Voilà, je peux pas tous les adopter. J'ai déjà 2 chats aussi chez moi, donc voilà, 2 malheureux aussi. Donc voilà, mais je peux pas tous les avoir. Donc qu'est-ce que je peux faire pour eux? Et juste avant de dire qu'est-ce que tu peux faire pour eux et comment tu t'es mis en place, qu'est-ce qui t'a amené à te retrouver dans un centre? T'avais une envie d'adopter un autre chat, ou c'était une visite avec une personne que tu connaissais? En fait, concrètement, mon projet long terme, c'est d'ouvrir mon propre sanctuaire pour animaux. Voilà. Donc du coup, à un moment, je me suis dit, il faut que j'aille sur le terrain, voir comment ça se passe, apprendre surtout. Donc voilà, l'objectif suprême, c'est ça. Voilà. Donc à un moment, oui, il faut aller sur le terrain, aller découvrir, apprendre des autres, voir comment c'est organisé. Donc voilà. Et après, le choix que j'ai fait, c'était sur la faune sauvage. Parce que la faune sauvage est hyper importante pour notre écosystème. Donc on va certainement y revenir, mais dans le centre dans lequel je travaille en tant que soigneur, on récupère des animaux blessés. C'est comme des urgences hospitalières, mais pour animaux sauvages. On récupère donc les animaux blessés, on les soigne et on les relâche. D'accord. Voilà, ça nous appartient pas, ça appartient à la nature, et voilà. Et ce rapport-là,
je l'aime beaucoup. Ce rapport à la nature en disant c'est pas nos animaux, on les prend pas pour nous, on va pas en faire des vidéos Instagram, des machins, des bidules. On communique juste avec eux pour dire voilà nos actions et voilà ce qu'on fait. Mais voici aussi comment on les relâche. D'accord. Alors, juste avant de continuer sur ça, moi j'ai une question sur cette idée long terme du sanctuaire. Parce que autant je comprends le fait de vouloir devenir bénévole, et je ne vais pas le questionner parce que voilà, ça fait partie. Mais autant sur le fait d'ouvrir un sanctuaire, est-ce qu'il y a un élément, parce que c'est vraiment quelque chose de plus grand que juste une action bénévole. Il y a peut-être autre chose derrière. Est-ce qu'il y a une volonté de dire je laisse une trace de mon passage sur la planète? Qu'est-ce qui motive ça? Oui, il y a ça. Il y a l'envie de laisser une trace et puis l'envie de préserver un maximum les espèces comme je pourrais. Pour l'instant, j'ai pas eu d'idée de quelle espèce, mais en tout cas, oui, avoir mon propre établissement où il va pouvoir y avoir de la reproduction ou après des relâchés dans la nature aussi. Enfin voilà, c'est des choses qui sont hyper importantes pour moi. Et surtout, en fait, quand on a un sanctuaire et où on a un centre, en tout cas un établissement, il y a toute une partie éducation de la population autour. Pour éviter que ça se reproduise. D'accord. S'il n'y a pas cette éducation et ces besoins de financement aussi de la population, eh ben, on fait les choses pour rien en fait, on va dire. J'allais te poser la question justement avant de rentrer dans le côté éducatif et puis ensuite d'expliquer ce que tu fais avec les animaux. Mais au niveau du financement, ça fonctionne comment? Si demain tu veux ouvrir ton sanctuaire, tu es obligé d'être aidé, alors peut-être qu'il y a des aides de l'Europe, peut-être que c'est des fonds privés. Comment ça se passe, le financement et la vie économique d'un sanctuaire? Parce qu'il faut bien... Il n'y a pas que des bénévoles, je suppose. Puis de toute façon, il faut payer les lieux, quoi qu'il en soit. Donc, voilà, il y a des travaux aussi. Enfin bref. Donc c'est un point qui est extrêmement compliqué, qui est un peu le nerf de la guerre. On a beau dire ce qu'on veut, être philanthropique, l'argent, ça reste le nerf de la guerre quand on est une association. Et surtout quand on soigne, parce que les soins coûtent très cher. Je prends l'exemple de la grange sauvage où je travaille. On va venir t'inquiète voilà, pas, on va y arriver. Doucement mais sûrement. Alors au niveau financement, effectivement, c'est quelque chose de très compliqué. Donc les subventions sont difficiles à avoir déjà. Il y a des subventions au niveau régional, des subventions au niveau de la ville également, mais c'est très très minime, voilà. Et après, il y a des subventions, des financements privés. Et c'est là où c'est en fait le plus, entre guillemets, intéressant, mais le plus facile à avoir. Donc on essaie d'aller chercher ces financements privés ou auprès d'autres associations également, des grosses fondations type Brigitte Bardot, Sea Shepherd pour ne citer que. Donc il y a tout cet aspect à aller rechercher effectivement l'argent. Et après, il y a les actions qu'on mène. Par exemple, là, on est en train de brasser notre propre bière qui va s'appeler La Sauvage. Donc, vous allez la payer 2,70 € si je dis pas de bêtises. Et en fait, elle nous a coûté 1 €. Et le reste, voilà, c'est pour l'association et pour financer les soins des animaux. Top. Tout le monde est bénévole, par contre. Hein. Tout le monde, il n'y a aucun salarié. Aucun salarié dans le... Aucun salarié. Ça veut dire que... C'est du 24/24, je suppose, votre présence, ou en tout cas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent 24 heures sur 24 Alors, les propriétaires du lieu, oui, D'accord. ont la maison juste à côté de la grange, de cette immense grange. Donc, du coup, ils sont là s'il y a besoin. Par contre, voilà, les animaux, à part les animaux nocturnes, mais les animaux, ils sont aussi régis par le soleil. Comme nous, ils dorment. Voilà. Ils dorment la nuit, donc voilà, s'il y a des oisillons par exemple à nourrir, on les nourrit pas H24 à 8h le soir, on éteint les lumières et ça simule en fait comme si le soleil allait se coucher. Quand avant d'en arriver sur la partie éducative, quand tu parles des propriétaires, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont mis à disposition un local gratuitement. Comment ça se passe? Parce que si on dit les propriétaires du terrain, c'est qu'il y a quelque chose. Alors en fait, ces propriétaires avaient une grange et ne savaient pas trop quoi en faire. Et ils ont décidé du coup d'ouvrir un centre parce que voilà, ils ont toujours été passionnés d'animaux également. Ils ont décidé d'ouvrir un centre pour la faune sauvage. D'accord, voilà. Donc c'est eux qui ont créé l'association à la base. Voilà, c'est ça, qui ont créé l'asso. On peut peut-être citer leur nom en fait. Oui, il s'appelle Le Comme moi déjà. D'accord. Le Pince et Alan Gibson. D'accord, ok, très bien. Comme ça au moins on les cite parce que effectivement ce qu'ils font c'est
très très bien. C'est important pour la planète et puis pour nos enfants et autres. Enfin bref, pour les générations futures. Pour en arriver sur la partie éducative, avant de dire comment tu le fais, etc. Comment ça se passe la partie éducative? C'est vous qui allez démarcher des écoles pour dire faites venir les enfants, c'est vous allez dans les écoles. Enfin, est-ce que les bénévoles ils ont une action comme ça de communication? Il y a des actions de communication orientées plutôt sur les brocantes par exemple, où on a des stands, on peut vendre des petits objets et demander des dons en fait aussi aux passants, et il y a tout cet aspect éducatif qui se fait aussi. D'accord. Donc c'est très très local, ça se passe dans les villes et les villages aux alentours, mais comme en fait la faune sauvage c'est quelque chose de très local également, du coup c'est là que ça a du sens. Après il y a la communication sur les réseaux sociaux également, qui elle en fait a une portée beaucoup plus large. Et c'est là où c'est aussi le plus intéressant. Ok. Et peut-être tu l'as dit, mais à culpa si tu l'as dit, vous êtes situé où l'association? Alors la Grange Sauvage est située en Belgique. D'accord, ok. Voilà, pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus facile pour eux, ça a été beaucoup plus facile pour eux d'avoir les agréments. D'accord. D'un point de vue administratif pour pouvoir soigner les animaux sauvages. Ok, voilà. Petite pierre dans notre caillou de français complexe. Voilà. Oui, c'est hyper complexe en France. Ok, donc ça veut dire que si toi demain tu veux ouvrir, ça sera en Belgique aussi, parce que c'est plus simple, ou tu as la volonté justement de dire moi je vais y aller, je vais braver les difficultés administratives? Moi je vais aller là où il y a un manque. Voilà, d'un point de vue géographique, je vais aller là où il y a un manque. Si par exemple dans le nord il y a un manque, et effectivement j'ai déjà identifié qu'il y avait un manque, alors qu'on a des très belles forêts gorgées de faune sauvage, notamment dans le Valenciennois, Maubeuge, etc. Et côté Saint-Omer également. Là, il y a très peu, pas du tout de centre de soins en fait. D'accord. Donc du coup, si demain un automobiliste renverse un cerf, on n'a pas d'autre choix que de l'abattre. D'accord. Oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de centre pour l'amener en convalescence. Ok, oui, parce qu'il n'y a pas de... Pour être clair, il n'y a pas de clinique vétérinaire pour les animaux sauvages. Aujourd'hui, dis-moi si je me trompe, encore une fois, c'est plus une question qu'autre chose. Les cliniques vétérinaires, elles gèrent les animaux privés, entre guillemets, domestiques, c'est ça? Oui, et puis après, il y a ce côté spécialisation. Donc, il y a des vétérinaires qui vont le faire. Nous, on a un vétérinaire au centre qui vient et puis qui permet de faire... s'il y a besoin d'amputation, c'est lui qui va le faire, c'est pas nous. Donc, il y a pas mal de gestes qui ne sont pas de notre fait. Par contre, si moi, demain, je trouve un hérisson qui est mal en point, je l'amène chez un vétérinaire, les frais vont être à ma charge. Tandis que si c'est un centre, si on dépose le hérisson à un centre, il va être déjà pris en charge tout de suite. On va pouvoir faire les premiers soins. Et s'il y a besoin d'une intervention vétérinaire, c'est l'association qui va l'amener, qui va gérer ça. Et du coup, je dis n'importe quoi, l'intervention elle coûte 100 € pour un particulier. Nous, on va la payer 25. D'accord, voilà. Ok. Il y a une sorte d'accord. Oui, il y a un accord. Ok, d'accord, je comprends mieux alors. Et donc, comment tu en es arrivé? Tu as été tapé à la porte du centre. Comment ça s'est passé pour devenir bénévole? Parce que je sais, et c'est un point, je fais une toute petite parenthèse là-dessus, je sais qu'il y a des associations aujourd'hui qui, je ne citerai pas les noms, mais qui des fois disent non, les bénévoles, faut faire tel truc, non, nous on vous veut pas, et c'est un peu... faut montrer patte blanche pour pouvoir rentrer, faut connaître un petit peu dans le réseau. Je sais qu'il y a malheureusement quelques associations où c'est le cas. Comment ça s'est passé toi pour ton arrivée dans l'association? J'ai effectivement toqué à la porte. À l'audace. Okay. Non, vraiment à l'audace. Oui, j'ai toqué. J'ai envoyé un message en fait sur le compte Instagram. Il m'a dit oui, pas de souci. Effectivement, en ce moment on cherche des bénévoles. Donc j'étais en rendez-vous. J'ai fait mes 3 séances d'essai. D'accord. Donc 3 demi-journées d'essai. Ça s'est très bien passé et voilà, et au fur et à mesure en fait je prends des responsabilités maintenant au centre. D'accord. Et premier contact avec un animal blessé ou qui a faim ou autre, en tout cas qui est mal en point, comment ça s'est passé? C'est quel type d'animal? Parce que c'est beau de le dire, mais on s'imagine même pas comment on va gérer le truc. Je sais pas si toi tu t'étais préparé, tu avais regardé des tutos sur YouTube ou autre. Non, ça a été... Non. Alors déjà, oui, effectivement, la faune sauvage, elle est assez riche et il faut se préparer à voir des choses un peu gore. Voilà. D'accord. Après, comme on est dans un environnement centre de soins, c'est comme le médecin qui rentre dans son bloc opératoire.
il oublie en fait il oublie le côté un petit peu trash, on va dire. Et ça c'est toi qui le dis. et après il est dans son truc. Okay. Voilà, il est focus sur ses gestes. Et puis il veut que ça se passe bien et que que son patient en fait guérisse. Voilà. Et c'est la même chose en fait. Okay. Donc effectivement au début il y a une sorte d'acclimatation. Mais après, voilà, je dis pas que je ressens plus rien, au contraire, mais je me dis au moins je suis là, je l'aide et je suis pas juste en train de regarder la vidéo en disant oh pauvre petit cerf. Ouais, ok. Et donc, vraiment la question qui viendra peut-être aux auditeurs, aux auditrices, mais comme t'es pas vétérinaire, comment on apprend en si peu de temps à réagir et à agir auprès d'un animal et encore plus des types d'animaux qu'on ne connaît pas forcément dans le quotidien. Je dirais qu'un chat et un chien, on a cette habitude naturelle de les avoir près de nous, de les croiser régulièrement. Si c'est un renard, si c'est un hérisson ou autre, comment on réagit ça a été quoi les premiers contacts, les premiers types d'animaux que tu as croisés? Alors le plus facile entre guillemets, c'est le hérisson. D'accord. Il y en a aussi beaucoup en fait dans cette faune sauvage. Après on a des renards, on a des fouines, on a des cerfs, des biches, qu'est-ce qu'on a, des écureuils également, des rapaces aussi. Donc chouette hulotte, chouette effraie, la chouette toute blanche là avec un visage tout plat. Donc chouette effraie, tout ce qui est hibou également. Donc voilà, les lièvres aussi font partie de la faune sauvage. Donc toutes ces espèces-là ont chacun en fait des process. Donc les process sont déjà écrits par le centre et au début il suffit de suivre. Et par contre au début on fait pas les piqûres, on fait pas on évite de faire ce genre de choses. On est plus dans l'entretien des cages, etc. Et après au fur et à mesure, à force de voir les gestes, les responsables aussi expliquent comment on fait. Là, on est en train de mettre en place, par exemple, les vidéos tutos pour que tous les bénévoles, les nouveaux bénévoles aussi, soient confrontés, par exemple, à un rapace et comment on attrape un rapace dans sa cage pour qu'on puisse faire le soin, le peser, etc. quoi. Je vais me permettre, parce que ça parle de mon métier un petit peu, ce que je fais, et vous êtes même à l'avance par rapport à des entreprises. Faut être honnête, faire des vidéos tutos, ça fait partie de mon job, entre guillemets, et il y a encore énormément d'entreprises dans lesquelles c'est pas le cas. Donc bravo, parce que c'est une manière aussi de transmettre, sachant qu'un bénévole, il a aucune obligation. C'est-à-dire que du jour au lendemain, s'il a envie de dire je peux plus venir, je déménage ou autre, et puis j'ai plus envie de venir, il peut. Donc c'est une façon de transmettre les compétences. Donc bravo à l'association, je le dis. Non, mais en plus, moi je suis en tant que product owner, je dois me mettre à la place de l'utilisateur final. Je suis l'utilisateur final. Qu'est-ce que j'ai envie? C'est d'apprendre sur les animaux. Donc si je me retrouve dans un centre où j'ai des rapaces, des renards, des hérissons, des machins, des bidules. Donc en plus, c'est des animaux qui peuvent être dangereux. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ils sont sauvages. Voilà. C'est comment j'attrape une chouette qui a des serres acérées. Voilà, donc j'ai déjà fait l'expérience sur mon bras, mais vous le voyez pas, mais il a plus de bras. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, je me suis pris deux belles griffes la dernière fois quand j'ai voulu l'attraper. Mais voilà, c'est toutes des choses qui permettent la sécurité, de transmettre les gestes qui vont permettre la sécurité des bénévoles. De deux, de pas blesser l'animal aussi plus qu'il ne l'est, parce qu'il est là pour un problème, donc ça sert à rien de lui en mettre plus. C'est clair. Et aussi pour le bien-être animal, quoi. C'est quels sont les gestes pour éviter de l'effrayer, pour qu'il puisse faire son soin correctement et qu'il puisse être relâché le plus vite possible. Ouais. Et la majorité des animaux, ils arrivent dans quel cadre? Ils arrivent parce que c'est des gens qui les ont trouvés, c'est des gens qui se baladent en forêt qui ont vu. Comment ça se passe l'organisation pour qu'un animal blessé arrive jusqu'à vous? Alors oui, c'est beaucoup de personnes qui vont se promener et qui sont confrontées à un animal qui est blessé. Voilà, et qui nous appellent d'abord pour savoir ce qu'il faut faire. Ouais. Et on leur dit tout de suite, il faut ramener. Il faut éviter, par exemple, quand il y a un hérisson qui est blessé, de le prendre, de le garder quelques jours, parce que nous, on peut intervenir tout de suite, tandis que s'il ramène 3 jours après et que en fait, ça fait 3 jours qu'il est vraiment pas bien, il sera peut-être trop tard quand il va arriver, quoi. Okay. Donc, et peut-être on peut préciser, un hérisson, ça a un rôle énorme dans la faune. A priori, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il a un rôle particulier d'après ce que j'avais compris. Il participe justement à l'écosystème en général.
Donc, Il participe au développement de l'écosystème, ouais. Ah ouais, donc il a un rôle vraiment essentiel, mais après tous ont un rôle essentiel, c'est les maillons de la chaîne qu'on connaît, donc toutes les espèces sont importantes, donc faut éviter qu'elles s'éteignent. Les renards ont très mauvaise presse, Oui, alors qu'en fait, déjà, c'est magnifique. Oui, c'est clair. Pour y être confronté, c'est vraiment magnifique. Et en plus de ça, ça mange tous les rongeurs qui posent des problèmes dans l'agriculture. Ouais. Et du coup, on est obligé de mettre des produits chimiques pour tuer les rongeurs, alors qu'on pourrait se servir de la faune sauvage pour éviter ça, quoi. Parce que tout est bien prévu, en fait. C'est nous, en tant qu'êtres humains, des fois, qui avons ramené certains rongeurs pour certaines raisons, et ainsi de suite. Enfin, des fois, à certains endroits, on a chamboulé la pyramide naturelle de l'écosystème, en fait. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, on revient à ça. Il y a des agriculteurs maintenant qui qui laissent en tout cas les renards aller dans leur champ pour manger les mulots. Ben oui. Et on a voulu, nous, être humains, être plus intelligents que les autres, et en fait, on voilà, n'est pas plus. La nature, elle a bien fait les choses. Ma question, là, elle est sur le fait d'agir. Donc là, les premiers jours, on comprend qu'on est plutôt sur les cages et tout ça. Quand on voit arriver les premiers animaux, comment on se sent? Est-ce qu'on se dit je suis vraiment utile, ou est-ce qu'on se pose la question est-ce que j'ai fait le bon choix? Ah non, on se sent directement utile. Ouais. Ah ouais, quand on voit un animal blessé arriver, on se dit allez, on y va. Et puis on fait tout pour le remettre sur pied, quoi. Et c'est quoi ton premier souvenir du premier animal que tu as dû gérer? La première fois où j'y suis allé, au centre, il y avait une biche. Et du coup, il m'a autorisé en fait à rentrer parce qu'elle était, elle était aveugle. Donc il y avait très peu de risques. Donc il m'a autorisé à rentrer et à me mettre à côté en fait de cette biche, dans le calme absolu, voilà, sans l'effrayer. Voilà. Et c'est vrai qu'en fait, cette image-là et le visage, les yeux, qu'on dit les yeux de biche, c'est l'expression avoir des yeux de biche. J'ai trouvé vraiment en fait l'animal absolument magnifique. Et manque de bol, on pouvait pas la relâcher. Et elle avait un problème aussi. Elle a été percutée par une voiture, donc du coup, la colonne vertébrale était très touchée. Et donc il a fallu l'euthanasie, malheureusement. Elle avait aucune chance en fait de s'en sortir. Mais voilà. Et du coup, quand on sait aussi que certains ne s'en sortent pas, ça donne envie d'apprendre plus et puis d'améliorer en fait nos statistiques. Et donc il y a un côté un peu, est-ce qu'il y a un côté un peu comme des fois quand on découvre une nouvelle passion où tu regardes des tutos sur YouTube ou des vidéos ou autres pour te dire tiens, je vais être encore plus utile pour l'association? Oui et non. D'accord. Oui, parce que après, en fait, le problème, c'est que sur Internet, il y a un peu de tout et n'importe quoi. C'est ce que j'allais dire. Il y a une grande tendance en ce moment, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est de faire des faux sauvetages d'animaux. Donc, on met en fait un animal en situation de danger, on filme, et ensuite la personne vient sauver l'animal, et voilà. Donc du coup, sur Internet, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Ce monde de fou dans lequel on vit. Ce monde de fou dans lequel on vit, en effet. C'est triste, mais voilà. Donc du coup, il y a tout et n'importe quoi. Ouais, donc je comprends que tu n'aies pas forcément je préfère que ce soit eux qui m'apprennent les process, comment on fait des piqûres, quels médicaments, quel sérum, voilà, pour chaque espèce. Je préfère me fier aux tutos nous on va les faire, mais je préfère me fier en tant que bénévole aux tutos, aux fiches explicatives, etc., plutôt que à regarder ce qui se fait sur Internet, quoi. Et il y a un vétérinaire qui vient régulièrement de manière bénévole, ou c'est à chaque fois qu'il y a un vétérinaire, il vient parce que vous l'avez appelé et que financièrement vous pouvez le prendre, vous pouvez faire une prise en charge, et les gens qui ont été formés, est-ce qu'ils ont été formés par transmission, ou c'est à chaque fois un bénévole qui vient donner, un vétérinaire bénévole qui vient donner des éléments? Comment ça se passe? Non, parce que c'est bien scindé. Le métier de soigneur et le métier de vétérinaire, c'est deux choses distinctes. Donc il y a des choses que le vétérinaire peut faire que nous, on peut pas faire. Alors par exemple, pour donner... l'euthanasie, par exemple. D'accord, voilà. Oui, forcément. L'euthanasie, on peut pas le pratiquer. Ouais. Et une opération, je suppose que dès que ça commence à venir... Une amputation, on peut pas non plus. Ouais. Ça, c'est des choses qui sont vraiment réservées au métier de vétérinaire. D'accord. Donc vous, les soins que vous faites, si tu devais donner aux gens pour qu'ils découvrent un petit peu quel type de soins vous faites, d'un point de vue général, c'est quel type d'action que vous menez?
Antibiotiques, bandages, après prise en charge tout de suite, le suivi. C'est un peu, en fait, on est un peu comme des infirmiers et infirmières quoi, sur le terrain. Et après, le vétérinaire, c'est le médecin qui vient faire dans son bloc opératoire la petite opération. Et vous avez donc de cette là des vétérinaires entre guillemets appropriés. Comment ça se passe où c'est vous appelez ceux qui veulent bien venir? Non, je suppose qu'il y a on a un vétérinaire en fait avec qui on a entre guillemets un deal et voilà, on lui amène les animaux qui ont vraiment besoin d'une intervention vétérinaire quoi. Ok. C'est quoi ton plus beau souvenir? C'est le renard. Ouais. Que j'ai tatoué sur le bras du coup. D'accord. Non, c'est le renard. Je trouve, ils sont arrivés tout bébés, donc frères et sœurs. D'accord. Tout bébés, et ils ont grandi au centre. Et là, ils sont en train de réapprendre à chasser. Ok. Oui, parce qu'il y a tout cet aspect aussi, rééducation de la faune. Vous les avez eus parce que ils avaient plus leur maman? Ouais. Leur maman a été trouvée, attrapé par un camion. Ok. Voilà, chose qui arrive. Oui. Après, il faut savoir que 95% des accidents liés à la faune sauvage, c'est dû à l'activité humaine. C'est top. Voilà. Le reste, c'est des tempêtes, c'est ce genre de choses. Donc, voilà. Okay. Mais c'est que lié à l'activité humaine, essentiellement. D'accord. Et donc là, quand il y a ces deux petits renards qui arrivent, c'est quoi le premier réflexe? C'est tout de suite les nourrir, voir s'ils sont en bonne santé, et puis ensuite les mettre dans une cage pour tout doucement les laisser grandir, et puis encore une fois les réapprendre à s'acclimater à la vie sauvage? Il y a plusieurs étapes. Ouais. La prise en charge, c'est faire un check général, savoir comment ils vont, regarder le poil, regarder la peau aussi à travers le poil, s'ils n'ont pas aussi des parasites, soigner les parasites, soigner les blessures, regarder aussi dans les oreilles s'il n'y a pas la gale. Enfin voilà, c'est diagnostic complet. Ensuite, ils sont placés dans un genre d'enclos, d'abord fermé, où là ils sont nourris, grandissent, et puis il y a un suivi quotidien. Et ensuite, ils passent dans la parcelle extérieure, qui est plus grande. Une fois qu'ils ont pris un peu de poids, un peu d'expérience, et là on commence du coup à mettre des souris vivantes dans leur enclos pour qu'ils commencent à chasser, réapprendre en fait les gestes, voilà. Et puis on les met à l'extérieur aussi pour qu'ils puissent s'imprégner des odeurs, voir que on n'est pas dans un environnement aseptisé en temps normal. Et après, une fois qu'ils ont réappris les gestes, ils peuvent être relâchés. D'accord. Et donc là, le relâchement n'a pas encore été fait ou... Non, ce sera au mois de septembre. D'accord. Voilà. Okay. Donc, les renards, le problème, c'est que c'était suivi assez long. Ouais. Ok. Donc là, tu sais déjà qu'il y a un moment, d'émotion pour toi. Tu te prépares. Comment ça se passe? Il y a déjà eu ce genre de situation? Ouais, des relâches, il y en a déjà eu. Hein. Les chouettes, etc. Il y en a. Les hérissons aussi, hein, il y en a plein. Pour le renard, je vais être content qu'ils partent. Ouais. Enfin, c'est plus de la satisfaction de dire j'ai réussi ma mission. Okay. Et après, on essaie de pas non plus rentrer en contact avec eux. Faut que ça reste des animaux sauvages. Donc, ils n'ont pas de nom. Ils ont un numéro, un matricule, qui permet en fait de suivre du coup la courbe de leur poids, la courbe des soins, etc. Mais il n'y a aucun contact. On va pas les caresser, on va pas faire des selfies avec eux en disant voilà ma journée. Voilà. Et s'il y a des selfies, c'est de loin. Loin, et pour faire la communication sur les réseaux sociaux. Ouais, parce que c'est utile pour les financements et autres. Exactement. Okay. Mais il n'y a pas de lien avec l'être humain. Et s'il y a une difficulté que tu as pu rencontrer, ce serait laquelle? Ce qui est difficile, c'est de voir l'animal quand il arrive. Et s'il est particulièrement bien blessé, j'ai vu un hérisson qui était maigre au possible, déshydraté, avec le visage complètement déformé et plein de vers, rongé par les vers, des puces, des tiques. Voilà. Et ça, quand on voit ça et quand on voit le museau du hérisson qui est complètement déformé de blessures parce qu'il a pris en fait une tondeuse robot, du coup c'est un peu compliqué, c'est le plus difficile. Ok. Si tu devais inciter des gens à faire la même chose que toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais de s'engager dans ce qui les fait vibrer. Il n'y a pas un type de bénévolat, il y en a plein. Si une personne est plus sensible sur la petite enfance, qu'elle s'engage là-dedans. Si une personne est plus sensible sur l'agriculture,
et ben qu'ils le fassent. Si c'est plus les animaux, voilà. Mais il n'y a pas, chacun apporte sa pierre à l'édifice sur un domaine qui l'intéresse. Si ça intéresse pas, que c'est pour faire du bénévolat, pour dire de faire du bénévolat, ça n'a pas grand intérêt. Il faut que ça fasse vibrer en fait. Et c'est ça qui fait durer, c'est ça qui fait que on va réussir dans nos missions. C'est un peu comme dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Oui, voilà. c'est la même chose. C'est la même chose. Il y aura pas de, s'il n'y a plus la flamme, ça sert plus à rien. Une question, est-ce que tu engages financièrement de l'argent, sous-entendu du temps, tu en engages puisque tu es bénévole. Est-ce que le fait de, par exemple, d'avoir réduit ton temps de travail à certains moments, est-ce que tu as réorganisé ton temps de travail pour avoir ce temps, ou est-ce que tu as de ce fait-là impacté ton salaire et dit je diminue de 10-15% mon salaire, ou tu as juste réorganisé le temps de travail? Il y a les deux. Il y a les deux, hein. Il y a les deux. Parce que ça veut dire que je me rends plus du tout disponible le vendredi après-midi. D'accord. Pour travailler en tout cas. Et ensuite, en tant qu'indépendant, un jour non travaillé est un jour non payé. Donc du coup, forcément, ça impacte mon salaire. Tu dirais comme ça, sans forcément donner des chiffres précis ou autres, mais en fourchette, tu consacres, entre guillemets, combien de pertes de salaire à cette activité bénévole? En net, j'ai calculé, je suis à 180 €. D'accord, voilà. ok. Par demi-journée, ouais. Du coup. Ok, donc Parce 180. moi j'ai mon TJM en fait, et je calcule mon TJM par rapport à ça, et voilà. Donc ça veut dire 180 € par x4, on va dire, par mois. Oui, c'est ça. À peu près. Et plus le temps que tu consacres. Voilà, plus le temps et l'essence, l'association. parce qu'il faut aller aussi au centre. Exact. Et maintenant, l'essence est devenue un vrai budget. Donc, ouais. effectivement. Au moment où on diffusera le podcast, peut-être que l'essence sera redescendue à 1 €. Eh ben, j'espère. Voilà. Fausse idée. Fausse idée, ouais. Fausse joie surtout. Ouais. Plutôt bonne idée, mais fausse joie. Avant de terminer, comment tu vois l'avenir? Est-ce que ton centre, ton sanctuaire, tu le vois à 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est quoi la vision que tu as? Alors, j'ai plusieurs choses en tête. On a parlé de la musique tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est de lier, du coup, les animaux avec la musique. Donc ça, c'est plus le côté artistique, hein, on est d'accord. Mais voilà, de matcher les deux. Donc, ça passera par l'image, la communication, etc., etc. Par exemple, faire un show visuel avec le vidging derrière, et plein de belles images d'animaux. Je dis n'importe quoi, mais c'est un peu dans cet esprit-là. Donc voilà, de porter le projet artistique avec une parole, un petit peu, une sensibilisation en fait sur les animaux. Le centre, on va continuer donc à trouver des financements, et je vais continuer du coup à travailler pour le vendredi après-midi. Et après, avec un de mes camarades, on travaille sur un nouveau projet. Donc lui, il est réalisateur de clips, donc il est très à l'aise avec la caméra, l'image, les tournages, etc. Et donc l'idée, c'est de faire des mini-reportages sur ceux qui s'investissent au quotidien sur le terrain envers les animaux, ou d'autres aspects un peu plus écologiques. Génial. Voilà. Génial. Donc là, on a sorti nos 2 premiers reportages. Ok, cool. Tu nous fileras les liens, on les mettra sur les notes du podcast, c'est cool. Voilà, donc la chaîne YouTube s'appelle Blick Vision. D'accord. Donc la vue de l'aveugle. Okay. Pour la traduction. On est obligé de faire des traductions dans les médias français. Oui, c'est ça. Puis surtout, alors là, t'es à l'oral, il y a des cris, mon Dieu. C'est pas grave, t'inquiète. Les gens comprendront, ils iront dans les notes du podcast, ils comprendront. Et donc voilà, donc on met en avant les associations, on va tourner chez eux en fait, et le prochain reportage sera chez les petits vieux. D'accord. Alors là, c'est chiens et chats. Okay. Et ils récupèrent tous les animaux qui sont assez âgés, donc ils ont tous plus de 10 ans. Et c'est des personnes âgées qui, du coup, soit décèdent, soit doivent partir à l'hôpital ou en maison de retraite, et du coup n'ont plus la possibilité de s'occuper de leur animal, donc ils les accueillent. Et ils leur offrent une dernière vie, une seconde vie, dans ce sanctuaire-là. Top. Voilà. Donc vous êtes une antenne, entre guillemets, un peu d'Allez Vas-y sur le côté je mets en avant les gens qui agissent. Donc, c'est ça, avec l'image. Ouais, bravo. J'adore l'idée. Est-ce qu'il y a, avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu dire et que tu n'as pas dit, et tu te dis, mince, comme j'ai le micro, je vais en profiter? Je pense qu'on a fait le tour, mais vraiment le message que je veux porter sur le bénévolat, c'est faites ce qui vous fait plaisir dans le domaine qui vous fait plaisir et qui vous touche. Voilà, et il n'y a pas de petit bénévolat. C'est si on peut donner 1 heure ou 1 € par mois,
on donne 1 heure et 1 euro par mois et c'est très bien comme ça. D'accord. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Et vraiment, oui, il n'y a pas de petit bénévolat. Chacun peut faire à son niveau. Et je sais que moi, j'ai une communauté ici qui me suit par rapport à ça. Et du coup, chacun fait... on me dit, ouais, j'ai pas le temps d'aller dans les centres, mais du coup, je donne 1 euro par mois. Voilà. Et si il y a 10 000 personnes qui donnent 1 euro par mois, ça fait 10 000 euros par mois. On est d'accord. C'est la petite graine, en fait, qui, à chaque fois, permet de faire une forêt. Ok, c'est une très bonne... J'aurais bien laissé la conclusion là-dessus, mais en fait, j'ai une dernière question qui peut en plus aider à ce que les gens se mettent au bénévolat. C'est quoi le gap entre le Xavier d'avant le bénévolat et le Xavier d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait ? Enfin, voilà, si tu devais résumer ce que t'a apporté le bénévolat, quelle personne t'es devenu grâce au bénévolat ? Ça m'a apporté plus de sens aussi dans ma vie. Concrètement, je me dis pas, je fais du lundi, je fais le 5-7, du lundi au vendredi. Après arrive le week-end, je sors avec mes amis, ceci, cela, et après le lundi, hop, rebelote, on recommence et on attend les vacances. Okay. Donc voilà, donc du coup, ça apporte plus de sens en fait à mes semaines. Je vois d'autres choses. Je suis aussi pendant toute une après-midi loin des écrans et ça fait vachement du bien en fait. À chaque fois quand je rentre, je me dis waouh, en fait ça fait vraiment du bien. Ça m'a reposé les yeux, ça m'a reposé l'esprit et après c'est pareil, je peux entamer la semaine suivante avec l'esprit plus clair. Parce que ça m'a permis de couper, de voir autre chose, voir d'autres process aussi. Donc voilà. Et puis il y a des choses que je mets en place avec mes équipes de développeurs que j'ai appris dans le centre. Ouais. Voilà. Et inversement aussi. Du coup, voilà. J'apporte ma pierre à l'édifice au côté centre parce que j'ai une expérience dans l'IT. Ok, ouais, c'était pour ça que je voulais te poser cette question parce que je pense aux professionnels qui nous écoutent. Encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast, mais les gens qui sont au recrutement, etc., poser la question et rentrer et poser du temps sur la question du divers, ce que les gens font, parce que ce que tu viens d'expliquer, c'est que ton bénévolat, il peut apporter à l'entreprise et l'entreprise, elle peut apporter au bénévolat. Donc tout le monde est gagnant, enfin il y a un vrai cercle. On oublie souvent en tant que recruteur de poser des questions là-dessus, on reste sur le savoir-faire et un peu de savoir-être. Prenons le temps du savoir-être, prenons le temps du divers, parce qu'il y a plein de choses dans cette partie-là du CV. Et d'ailleurs, pour l'avoir vécu aussi, les gens qui me découvrent par exemple à l'écran avec les reportages ou ce genre de choses, c'est arrivé par pur hasard. Alors je sais plus. Ah oui, mon post LinkedIn, c'est ça. Oui, mon post LinkedIn a été vu par plein de gens de chez Neuroto qui n'avaient aucune idée de ce que je faisais à la base en tant que bénévolat. Et du coup, en fait, j'ai reçu des messages. J'ai des gens qui sont venus me voir en disant c'est trop génial ce que tu fais. Comment tu fais ça comment, enfin voilà, est-ce que c'est tous les vendredis où est-ce que tu le fais, est-ce qu'il y a des centres dans le coin, donc voilà, les gens s'intéressent, c'est très bien vu, et du coup ça, on va pas se le cacher, ça gonfle un peu l'ego aussi. Oui, et puis ça fait du bien. Ça fait du bien, d'être connu. Tu donnes assez de ton temps et tu donnes assez de ton argent entre guillemets pour que tu puisses avoir un petit retour en ego, quoi. Si tu l'as pas en argent, tu gagnes un peu de confiance en toi et donc c'est top. Ouais, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, c'est des choses qui sont très bien perçues côté entreprise. Et c'est ce qui prouve aussi ce que tu viens de dire, c'est ce qui prouve aussi que dans les grands groupes et dans les entreprises en général, on se connaît pas assez, on se parle pas assez, parce qu'on est à travers des écrans et tout, et il y a des choses à faire là-dessus. Donc, c'est ça. Merci de m'avoir tendu cette perche, je garde ça dans ma petite escarcelle. En tout cas, Xavier, merci beaucoup. Vraiment, ça a été un beau moment, une vraie découverte. Donc je le redis encore une fois, j'ai découvert Xavier grâce à son post avec le petit écureuil, la photo avec le petit écureuil sur ton doigt, si je me trompe pas. C'est ça. Et de cette là, je me suis dit waouh, dans le podcast on n'a pas encore parlé de bénévolat autour des animaux, et donc c'était l'occasion, et merci d'avoir répondu oui à mon invitation, merci d'être venu, c'était un super moment. Avec plaisir, et merci pour l'occasion. Merci, au plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée.
Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.